Si je te parle du stade Orange Vélodrome, de la LDLC Arena, du Groupama Stadium ou encore de l'Accor Arena, quel est le point commun qu'ils ont tous, hormis qu'ils peuvent à la fois accueillir des événements sportifs, privés ou également des concerts? Eh bien, le point qui les relie tous, c'est d'utiliser le naming. Est-ce que tu sais ce que c'est le naming? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, l'idée est partie toute simple. Je suis tombé sur un article du média Le Monde qui parlait du rapport de la Cour des comptes et du naming qui a été fait entre PLD, donc Paris La Défense, et U Arena, donc la salle de concert et de sport, la salle d'événement tout simplement, puisque eh bien, la salle Paris La Défense, qui s'appelle comme ça actuellement, à la base c'est U Arena. Et en fait, le truc, c'est que normalement, eh bien, c'est une société privée qui paye pour avoir un naming. C'est ce qui se fait notamment pour la LDLC Arena, pour le Groupama Stadium ou encore pour l'Orange Vélodrome. Alors que pour Paris La Défense, eh bien là, c'est le gouvernement qui paye une entreprise privée. Donc c'est inversé pour pouvoir que le nom eh bien, de la région, de la ville, ce genre de choses puisse apparaître. Là, en l'occurrence, c'est le nom d'un quartier puisque c'est un rapport avec La Défense, qui est un quartier dans Paris où il y a le côté business qui se fait. Mais je vais revenir sur cette histoire. Juste avant, je vais quand même bien expliquer ce qu'est le naming, puisque moi, personnellement, j'en avais connaissance, mais je m'y suis jamais vraiment penché dessus. Et en fait, c'est quand même un sujet très intéressant. Pourquoi recourir au naming quand on est une société? Tout simplement parce que c'est une manière de promouvoir, de faire de la publicité et avoir une visibilité vraiment en touchant tout le monde. Dans un sens que, là, pour le coup, on peut croire que le bâtiment peut appartenir à l'entreprise, ce qui est faux. L'Orange Vélodrome n'appartient pas du tout à la société Orange. LDLC Arena n'appartient pas du tout à la LDLC. Et je sais que on pourrait se dire, quand on voit des stades comme ça, tiens, peut-être que la LDLC a mis des sous dedans ou qu'elle a une part, ce genre de choses. Non. Alors, ça peut arriver, mais en général, c'est juste du naming. Et le naming, vu que ça dure sur une durée en général de 10 à 15 ans, des fois ça peut être un peu plus court, mais en général c'est des périodes assez longues, t'en prends l'habitude. Honnêtement, si demain l'Orange Vélodrome ne s'appelle plus l'Orange Vélodrome, ça fera un peu bizarre. Bon, même si la plupart des gens l'appellent le Stade Vélodrome, tout court. Le but, c'est une société qui va payer, eh bien tout simplement une ville, un département, en général, ou tout simplement un organisme qui a ce bâtiment, qui détient ce bâtiment. En échange, on va plus voir le nom de l'entité à qui appartient le stade, par exemple, mais on va voir le nom de l'entreprise qui aura fait un naming. Et ça se fait aussi eh bien, beaucoup dans le sport. Il y a des clubs de sport qui sont rachetés et par exemple ça va s'appeler Émirats Arabes ou FC, ce genre de choses. Tout ça c'est du naming parce qu'on peut le retrouver dans les salles d'événements, de concerts, de sport, mais on peut le retrouver aussi dans les équipes de sport en général. Beaucoup dans le foot, aussi dans le rugby, enfin tout ce qui va être sport de premier plan finalement. Et d'ailleurs j'ai des chiffres si tu te demandes forcément combien ça peut coûter un contrat de naming. On va voir ça un peu plus loin dans la vidéo. Là, je vais revenir d'abord sur cette affaire de rapport de la Cour des comptes par rapport à Paris La Défense, parce que finalement, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pu trouver ce rapport aussi. Je le mettrai en lien en description si tu veux aller le voir, parce que en gros, il y a 3 pages qui concernent ce naming de PLD, mais il y a tout plein d'autres informations et je pense que si par exemple tu es de Paris, ça peut peut-être plus t'intéresser, même si finalement ça nous concerne tous puisque c'est ce qui est payé notamment avec nos impôts. Voilà. Mais je vais revenir sur ce cas-là un petit peu vite fait parce que je le trouve en vrai très intéressant et puis comme je l'ai dit, c'est un naming inversé, c'est-à-dire que là c'est le gouvernement qui paye une société privée pour qu'il y ait le nom d'un quartier sur un établissement événementiel. Et c'est pas de l'inédit, mais c'est pas ce qui se fait habituellement. Et c'est surtout que ça fait un petit peu un couac, parce que c'est des dépenses publiques, et que voilà, en ce moment, l'État n'arrête pas de nous dire qu'il faut serrer plus sa ceinture, faire plus d'efforts. Quand tu vois qu'il y a des trucs comme quoi ils payent près de 3 millions pour ne serait-ce avoir
écrit Paris La Défense sur un lieu événementiel comme ça, oui, ça peut se questionner. Surtout que à côté de ça, du coup, il y a l'Accor Arena, qui est une salle qui appartient du coup au gouvernement à Paris, mais qui est louée, qui a un naming pour le groupe hôtelier Accor Hotel Arena. Et c'est un peu marrant parce que finalement, l'argent de l'un et l'argent de l'autre, ça fait un peu une égalité. Enfin, on va regarder un peu tout ça, et puis si tu veux regarder un peu plus, n'hésite pas, je te mettrai ça dans la description. Et avant qu'on commence, je ne t'ai quand même pas posé la question. J'espère que tu vas bien, et je te remercie d'être là. Donc on commence déjà avec ce rapport de la Cour des comptes, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, et on va avoir des premiers chiffres en même temps. Alors, comme tu peux le voir dans ces petites pages, en gros, ça dit quoi ? Ça dit que le contrat de partenariat de naming de l'U-Arena, puisque la salle s'appelle comme ça à la base, il s'étend sur 10 saisons sportives liées à l'établissement public, donc Paris La Défense, qui est aussi appelé PLD. Voilà. Donc l'enceinte est gérée par une entité privée, c'est-à-dire vraiment ce qui est important, c'est que le naming ne te donne pas d'autre droit que ce côté publicité finalement. Quand tu as un naming, la salle ne t'appartient pas, tu ne peux pas la louer pour des besoins événementiels, tu ne peux pas y organiser des trucs en étant prioritaire, c'est-à-dire que tu vas pas avoir accès à des dates plus facilement que si tu n'avais pas ce naming. En tout cas, ça c'est censé être comme ça. Est-ce qu'après il y a des petits passe-droits entre guillemets? Peut-être, mais de base en tout cas, le naming ça te donne juste le droit, clairement, d'apposer ton nom sur l'établissement. C'est tout. C'est tout. Continuons. Du coup, c'est un contrat qui va sur 10 ans. Il a été commencé en 2018 et donc doit finir, je crois, ses premiers semestres 2028, il me semble. Donc c'est un contrat de 30 millions d'euros. En gros, par an, c'est 3 millions d'euros hors taxe. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. C'est du hors taxe, hein, tout ça, que l'État paye, du coup, et à laquelle il va y avoir une petite variable qui va s'ajouter et qui est plafonnée à 1 million d'euros. Encore heureux qu'il y ait un plafond. De toute façon, il y a un tableau qui montre bien cette variable, qui d'ailleurs va bien augmenter, hein. Surtout là sur la dernière année qu'on a eue. Du coup, le rapport, il souligne notamment qu'il y a un coût total de l'opération qui atteint plus de 4,3 millions d'euros en 2023, et c'est toujours du hors taxe, je précise, et que PLD a engagé des frais additionnels de 363 568 euros en 2018 pour la création et le développement de la dénomination officielle. À comprendre par là, tout simplement, le visuel qui sera apposé sur le bâtiment et autour. Donc quand tu vois Paris La Défense, évidemment, il a fallu créer tout simplement ce qu'on appellerait le logo, le visuel. Et ça a fait grand débat au moment même où le naming devait être fait, puisque je menais un petit peu mon enquête. Et à la base, le gouvernement voulait que ça soit le quartier La Défense, donc les entreprises qui y sont, qui participent et y contribuent. Ce que dans un sens, je trouve un peu logique, puisque le but, c'est de mettre en avant ce quartier et en fait, de donner envie aux gens d'y aller en dehors du cadre du travail. C'est tout simplement ça le but. C'est vrai que je l'avais peut-être pas dit, donc si t'as pas compris, c'est ça. C'est de tout simplement donner envie de venir dans ce quartier pour autre chose que travailler. Mais sauf que de ce que j'ai compris, finalement, c'est le gouvernement qui a payé ce visuel et pas du tout les entreprises du quartier. D'un autre côté, je peux comprendre que certaines entreprises ne souhaitent pas mettre la main à la poche si elles sont pas intéressées par le projet. Autre point intéressant que j'ai pu soulever dans ce rapport de la Cour des comptes, c'est que au niveau juridique, il y a donc la présence de clauses résolutoires liées à d'éventuels manquements contractuels, si par exemple le gouvernement ne paie plus ou s'il y a des problèmes. Mais sinon, en gros, il n'y a pas possibilité de se désengager de cet accord qui est sur une durée de 10 ans pour une somme totale de 30 millions d'euros. Donc à part si le gouvernement faute, techniquement, il n'y a pas moyen de pouvoir en sortir. Je trouve que c'est un peu quand même un peu rêche. Et du coup, ce qui est souligné, c'est que tout simplement, ça met en lumière le fait que cette contribution publique est versée, comme je l'ai dit donc, à une société privée, et que ça soulève des questions sur la pertinence de cet investissement. Comme je l'ai dit aussi en début de cette vidéo,
tout simplement le gouvernement qui arrête pas de dire qu'il faut faire des restrictions, qu'il faut faire des efforts sur les économies, etc., etc. Et à côté de ça, t'entends quoi? T'entends que t'as le gouvernement qui par an 3 millions d'euros hors taxes, encore une fois, et qu'en plus, à ça, eh ben, il peut s'ajouter tout simplement une part variable qui, elle, peut aller jusqu'à 1 million d'euros. Voilà, c'est... Attention, cette vidéo, c'est pas pour faire de la politique, parce que ça serait pas possible, mais c'est vrai que des fois, on peut se dire chelou quand même l'histoire, hein. Ben voilà, c'est la réalité, tout ça, c'est dans le rapport de la Cour des comptes, tout ce que je dis, donc encore une fois, n'hésite pas à aller voir si t'es intéressé, ou même si tu te poses des questions, parce que c'est normal d'aller vérifier les infos que je dis ou que d'autres disent, c'est très important. On continue, la Cour des comptes a aussi mis autre chose en évidence, tout simplement qu'elle estime que les retombées médiatiques par rapport au fait d'avoir un bâtiment avec écrit Paris La Défense sont froides et impersonnelles. Elles estiment que la valeur et la visibilité est surévaluée et qu'elles ne mesurent pas réellement le bénéfice pour l'établissement public. Et à ça, j'ajouterais que le nom Paris La Défense Arena ne permet pas de faire le lien avec l'établissement public, ni même avec le quartier, finalement, hein, c'est vraiment ça le truc, mais que ça promeut plutôt le bâtiment en lui-même. Ça, c'est pas totalement faux, parce que les gens, en général, quand ils vont là-bas, c'est pour voir des concerts, ou des matchs, ce genre de choses. Est-ce que pour autant, tu vas plus te balader au quartier de la Défense ? Je suis pas sûr, hein. Surtout qu'on parle d'un lieu qui est international, dans le sens que plein de visiteurs viennent pour voir des concerts, ce genre de choses. Alors oui, j'imagine qu'il y a des bars dans le coin et ils ont un petit peu aménagé, tu vois. Pour autant, pas vraiment sûr que ça ajoute quelque chose. Là où par exemple le Groupama Stadium, le Groupama Stadium il est totalement gagnant. Parce que il y a peut-être des gens qui vont être fiers d'être chez Groupama, parce que il y a un Groupama Stadium, ou qui vont avoir envie de se renseigner si Groupama est intéressant. Enfin, il y a un côté vraiment business derrière. Là où avec le gouvernement, c'est pas une histoire de business, c'est une histoire de rayonnement en France, mais à l'international. Tout simplement, c'est ça. Et de pouvoir donner plus de vie au quartier de la Défense. Bah oui, en effet, ça a l'air d'être quand même cher payé pour les retombées que ça fait quand même, quoi. Alors, du coup, par rapport à cette salle de Paris La Défense, vu que sur le tableau, on peut voir que finalement, les coûts augmentent et que la part variable, eh bien en fait, c'est au plus il y a de visiteurs et d'événements, au plus cette part variable peut augmenter. Et on a vu qu'à la fin, on a été au plus haut, et ça va sans doute encore augmenter, puisqu'on est qu'en 2025, et ça finit en 2028. Et c'est pas dit qu'il n'y ait pas un prolongement. Ça, on verra bien. Mais du coup, je me suis fait un petit historique pour voir un petit peu ce qu'il y en est au niveau des chiffres et un petit peu des artistes qui sont venus, ce genre de choses. Alors ça donne quoi? Donc la salle a accueilli plus de 1,1 million de visiteurs au cours de la saison 2023-2024. Globalement, l'enceinte a franchi le cap des 5 millions de visiteurs depuis son ouverture en 2017. Le record d'affluence pour l'événement, attention, c'est un concert, c'est pour Taylor Swift. Voilà. En mai 2024, avec 45 000 spectateurs. Taylor Swift qui avait d'ailleurs fait plusieurs dates. Mais bon, déjà, même si on avait fait qu'une, je suis sûr qu'elle aurait battu les audiences. Ensuite, au niveau de la liste de ce qu'il y a eu un petit peu en concert. Donc 2018, on a eu Kendrick Lamar, I.Am, Booba. 2019, Mylène Farmer, avec 6 dates. Paul McCartney, Big Flo et Oli, Patrick Bruel. En 2022, il y a eu Genesis, Elton John, Iron Maiden, Dua Lipa, Orelsan, avec plusieurs dates, avec 120 000 spectateurs sur 3 jours. En 2023, on a eu Bruce Springsteen et The E Street Band. Burna Boy, il y a eu 50 Cent aussi. En 2024, il y a eu Michel Sardou, Taylor Swift, avec 4 dates, Gims et Sum 41. Et ça, c'était sans compter cette année 2025, où il y a eu encore tout plein d'artistes. Après, il y a eu évidemment des événements sportifs, notamment rugby, puisque pour rappel, la salle appartient au Racing 92, qui est un club de rugby. Il y a eu quand même à noter les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Dedans, il y a eu les épreuves de natation et les phases finales de water polo. Et il y a eu le Supercross de Paris qui est organisé chaque année. Voilà, c'est une salle qui roule, hein, qui tourne, qui a ses événements. C'est pas un problème. La question, c'est finalement, qu'est-ce que le gouvernement il gagne? Parce que clairement, si en gros cet endroit ne s'appelait pas Paris La Défense, il y aurait tout autant d'événements. C'est pas ça qui change. Là, vraiment, la personne qui est censée être gagnante, c'est la personne qui fait le naming. En étant un gouvernement, je veux dire, ok, la salle ne leur appartient pas,
mais ils ont tout le quartier de la Défense, ce genre de choses. Donc, tout simplement, ils auraient pu aménager les alentours, etc., ajouter des trucs sans forcément faire un naming. Et ils en auraient eu peut-être pour le même coup, ou peut-être un peu plus, mais ça aurait eu des retombées économiques dans leur poche. Là, ils ont rien. Là, je le redis, quand tu as des artistes qui viennent, des représentations sportives, d'autres événements, ce que tu veux, ils ne touchent rien au guichet, ils ne touchent rien sur la vente de merch, ni sur la vente de nourriture, rien nulle part. Le naming, c'est tout dans l'intitulé. Naming, non, ça s'arrête là. Donc c'est vraiment important de se dire que avec tout ce qui se passe dans cette salle, ils ne touchent rien. C'est juste le nom. Alors en effet, sur les flyers, les visuels, les affiches de concert, c'est marqué Paris La Défense. Et dans 10 ans, ça sera peut-être un autre nom. Là où, encore une fois, si tu prends la LDLC Arena, l'Orange Vélodrome, Groupama Stadium, ça ne peut être que bénéf, parce que les gens peuvent avoir envie de se renseigner sur cette société, peuvent acheter des assurances, un abonnement de téléphone ou du matériel. Là, à partir du moment que l'entreprise touche un nouveau client comme ça, elle est gagnante. De plus, c'est sur les bénéfices de l'entreprise, tout simplement, que est pris en charge en général les namings. Or, le gouvernement, oui, il rentre de l'argent avec les impôts et avec toutes les taxes et tout ça, mais ça n'est pas une entreprise. Donc, la question peut se poser, et je te la pose. Est-ce que pour toi, ça vaut le coup que le gouvernement fasse du naming pour des salles d'événements? Moi, je pense pas. Je pense pas, et après avoir fait bien des recherches et tout, bon, je trouve pas ça intéressant. Je dis pas, hein, oui, ok, c'est classe, ça met le quartier en avant, tout ce que tu veux, mais même sans ça. Avant de faire cette vidéo, je me suis même pas posé la question de pourquoi ça s'appelait Paris La Défense. Ou alors je me serais dit ça appartient à Paris, c'est même pas le cas. C'est un club de rugby qui a cette salle d'événement, quoi, de sport, de concert. Voilà, enfin je sais pas. Juste pour finir avec toute cette histoire, puisque j'en ai parlé vite fait aussi un peu plus haut dans la vidéo, le gouvernement fait du naming à la U-Arena pour que ça soit Paris La Défense en payant un club de rugby qui s'appelle Racing 92. Il faut savoir que du coup, le gouvernement a une salle qui a laissé une entreprise faire du naming et qui s'appelle l'Accor Arena, qui appartient au gouvernement. Là, c'est un naming inversé et qui est classique, c'est-à-dire une société privée qui paye pour un naming. Juste, ce que je veux dire, en termes d'argent, c'est pratiquement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, un des avantages, et je ne l'ai pas dit, du naming, par exemple pour le cas là de la U-Arena, c'est que le club de rugby, eh bien, tous les frais de la salle, en tout cas une bonne partie, sont couverts par ce contrat de naming. C'est-à-dire qu'avec l'argent qui vont rentrer, 3 millions au minima par an, pour rappel, eh bien, les frais de gestion, d'entretien, d'utilisation, tout ça, sont couverts. Plus, à côté de ça, ils peuvent investir pour le rugby, pour leur équipe, ou éventuellement créer des événements. Et pour du coup, l'Accor Arena, qui est donc là c'est Accor Hotel qui a fait un naming auprès du gouvernement, eh bien il paye quasi pareil, à 1 million près. Donc si tu fais la balance, c'est-à-dire que ce que l'État gagne avec l'Accor Arena, eh bien c'est ce qu'ils perdent avec Paris La Défense. Vraiment, à 1 million près, c'est ça. Alors après, par contre, oui, peut-être que tu vas me dire, mais Sylvain, dans ce cas-là, pourquoi ils font ça? Autant qu'ils fassent pas le naming, ils auront juste le gain de l'Accor Arena et fin. Mais comme je l'ai dit juste avant, le naming permet de ne pas avoir de frais sur la gestion de ce lieu. Donc en fait, c'est un annulé sans lettre, si tu veux. C'est-à-dire que cette salle, grâce au naming, le gouvernement n'a pas à payer de charges ou ce genre de choses. Plus, ils font peut-être un petit profit dessus. Et ça peut leur permettre d'investir pour des événements. Et je voulais quand même le souligner, le mettre en avant, parce que je trouve ça drôle dans un sens. L'argent qu'ils perdent d'un côté, c'est le même qui rentre et inversement. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va passer, pour finir cette vidéo tranquille, sur un top 5 des namings en France et dans le monde, avec évidemment des histoires de pognon, hein, parce que c'est ce qu'on veut entendre, hein, je pense. On passe maintenant à la liste des 5 plus gros contrats de naming. On commence avec la France. Et à la 5e place, c'est le Matmut Atlantique, donc qui se trouve à Bordeaux. Un contrat d'environ 1,75 million d'euros par an sur une durée de 10 ans. Mais il faut savoir que ce contrat a fait l'objet de critiques pour son faible montant par rapport aux attentes initiales
Et je crois que ce contrat n'est pas reconduit. Je crois que j'ai vu une info comme ça. 4e place, on a Alliance Riviera à Nice. Donc c'est un contrat d'environ 1,8 million d'euros par an et sa durée est de 9 ans. Ensuite, à la 3e place, nous avons l'Orange Vélodrome qui se trouve à Marseille, bébé. Et du coup, c'est un contrat d'environ 2,5 millions d'euros par an, toujours. Et c'est du hors-taxe, hein, je ne l'ai pas reprécisé, mais on est sur du hors-taxe. La durée du contrat est de 10 ans, ça a été signé en 2016, donc ça va finir l'année prochaine. Le gars, il réfléchit en 2025, tu sais. C'est un chiffre notable pour un stade historique géré par une filiale du groupe, d'un groupe immobilier. Surtout qu'en vrai, je trouve que c'est pas si excessif que ça. On parle quand même du stade Vélodrome qui est plus que connu. Ensuite, on passe à la 2e place avec l'Accor Arena qui se trouve donc à Paris. Le contrat, il est d'environ 4,15 millions d'euros par an sur, pareil, une durée de 10 ans. Hein. De toute façon, c'est ça en général. Et c'est un contrat qui est apparemment particulièrement lucratif car il ne bénéficie pas d'un club résident et s'appuie uniquement sur les concerts et événements. Donc en gros, il n'y a pas forcément de sport régulier qui est fait là-dedans. Et on finit avec le numéro 1, et c'est le Groupama Stadium à Lyon. C'est un contrat de plus de 5,5 millions d'euros par an et sa durée du contrat initial est de 10 ans, mais elle a été prolongée. C'est le plus gros contrat de naming en France à ce jour. Voilà. Dis-moi si tu savais dans les commentaires ça. Et puis là, on va juste passer à un top 5 sur les namings mondiaux, puisque ça, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je pense que tu as compris au nom, ça nous vient direct des États-Unis, d'Angleterre aussi, mais les plus forts à ce jeu, c'est les ricains, hein, comme toujours. On commence donc à la 5e place, avec Emirates Stadium, donc à Londres, au Royaume-Uni, et j'en ai parlé vite fait dans la vidéo, puisque là c'est un contrat qui est donc là prolongé jusqu'en 2028, ça y rapporte à Arsenal environ 5,8 millions de livres sterling, donc ça fait 6,8 millions d'euros par an. Donc on est déjà sur un level déjà plus haut que le numéro 1 en France. À la 4e place, nous avons Alliance Arena. Donc cette fois-ci, c'est en Allemagne, à Munich. Et c'est un contrat sur une longue durée, puisque il va rapporter au Bayern de Munich environ 9,2 millions de livres sterling, donc environ 11 millions d'euros par an. Pareil, là, on est déjà sur le double de notre stadium qui avait le contrat de naming le plus haut. 3e place, nous avons le Spotify Camp Nou, donc à Barcelone en Espagne, et c'est un contrat de 4 ans, donc c'est vraiment un contrat très court là, estimé à 280 millions d'euros pour les 4 ans, ce qui fait à peu près 70 millions d'euros par an. Ce chiffre est le plus élevé sur une base annuelle en Europe, puisque mine de rien, c'est que sur 4 ans. Et puis, on le sait, il peut y avoir des ajouts au niveau des frais. Donc c'est vraiment à chaque fois une fourchette. Hein. On passe au 2e qui est le Crypto.com Arena à Los Angeles. Très connu, très réputé, notamment pour les Grammy Awards, pour les gros concerts qu'il y a là-bas. J'en ai déjà régulièrement parlé dans certaines vidéos. Du coup, c'est un contrat de 700 millions de dollars sur 20 ans. Je sais pas ce qui est le plus ouf, 700 millions de dollars ou le nombre d'années 20 ans. Je sais pas, il y a un chiffre qui est ultra haut et l'autre beaucoup plus petit. Ça fait en gros 35 millions de dollars par an. C'est le plus gros montant annuel. Donc là, ça écrase tout. La France, tout ce qu'on a vu en Europe, ils sont au-dessus. Et ça, c'était le numéro 2. On passe maintenant au numéro 1. Et c'est le SoFi Stadium, toujours à Los Angeles, qui est donc toujours aux States. Hein. C'est le plus gros contrat jamais signé, puisque le montant total du contrat est de 625 millions de dollars sur 20 ans, toujours. Et ce qui fait, en gros, 31,25 millions de dollars par an. Je sais pas si toi, tu t'imagines ce que ça fait, mais moi, je m'imagine pas. Mais en même temps, je l'avais dit, là-bas, c'est le pays de la démesure, et puis c'est de là-bas d'où vient le naming, et la consommation n'est pas la même non plus. Donc, je ne suis pas plus étonné que ça. Et puis, de toute façon, ma foi, si c'est fait, c'est que ça doit rapporter, hein.
Si tu sors autant de cash que ça, faut se dire que ça doit en rapporter au moins le double. Ou qu'en tout cas, la société peut largement éponger cette sortie-là. Donc, ouais. Voilà. Côté de ça, le gouvernement, ce qui sort finalement, 3 millions par an, c'est même pas une goutte d'eau, hein, c'est une micro-goutte, quoi. Voilà, bah écoute, j'espère que tu as passé un agréable moment. Les commentaires, c'est important. J'adore l'échange, le partage. Dis-moi ce que tu en as pensé, si tu t'es fait chier, si tu as apprécié, si le contenu était original, si tu as appris des choses. Moi, en tout cas, pour cette vidéo, j'ai grave appris des choses. Et c'est vrai que je vais à la LDLC Arena l'année prochaine. Ça va pas changer ma vie, mais en vrai, voilà, c'est vrai que des fois, je me suis déjà posé cette question. Est-ce que ça appartient ou pas? Sans faire de recherche, finalement. Ben voilà, maintenant j'ai ma réponse. Je sais que la LDLC, c'est juste une histoire de naming. Voilà. Sur ce, eh bien écoute, t'as des vidéos, fais-toi plaisir. C'est la dernière vidéo que je tourne avant ma rentrée à moi, puisque c'est mon dernier jour de vacances, finalement. Là, on est le 7 septembre, donc voilà, tu vois, je chill un petit peu encore. J'ai repensé un peu la DA de la chaîne et tout ça, comme tu pourras le voir sur certaines vidéos. Maintenant, je suis accompagné, décidément, j'arrive pas à parler. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses aussi. Moi, en tout cas, je les kiffe trop. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, eh bien, si tu souhaites un naming, faut avoir l'argent. Voilà, c'est comme ça. Mais ce que tu peux faire, et ce qui est gratuit, c'est tout simplement d'être créatif. À la prochaine.